Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Ulysse a toujours eu en lui cette soif d'apprendre et de découverte, et à seulement 22 ans, il a déjà monté sa propre start-up. Mais justement, le besoin de ralentir et de se recentrer sur lui-même et comprendre ce dont il a vraiment besoin et envie se fait ressentir. Il prend la décision de tout quitter et part faire un voyage en sac à dos de quelques mois pour prendre du recul. De retour en France, une amie lui propose de partir au Kirghizistan. Étant dans une période de sa vie encore en suspens où il se cherche et se questionne sur son avenir, Ulysse saisit cette opportunité de continuer ce cheminement en quête de sens. Il nous raconte ce voyage improvisé avec sa meilleure amie. C'est l'histoire d'un pari un peu fou. Partir au Kirghizistan en invitant chacun une personne que l'autre ne connaît pas et ne rien planifier. Ulysse nous livre ce voyage sous forme d'itinéraire, à travers des rencontres et des moments qui l'ont marqué, en nous faisant découvrir une galerie de portraits uniques et attachants qu'il a croisés sur sa route. Après ce voyage, Ulysse cerne davantage ses besoins de liberté, de voyage et d'apprentissage. Il décide alors de monter sa chaîne YouTube de 100 défis qu'il s'est lancé à réaliser à travers le monde. Finalement, ce voyage improvisé au Kirghizistan était les prémices de ce beau projet qu'il est toujours en train de réaliser. Belle écoute. Salut Ulysse. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Bah écoute, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Je vais commencer par te demander de te présenter du coup pour les personnes qui nous écoutent, donc ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens et ton parcours d'études, ton parcours pro rapidement. Alors je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 26 ans. Je suis né à Avignon et j'ai habité longtemps dans un petit village juste à côté qui s'appelle Barbantane. Et j'ai fait une formation, tu sais, un peu classique, prépa, maths sup, maths spé. Après, j'ai fait une école d'ingénieur et quand j'ai été diplômé, j'ai monté à 22 ans ma première start-up que j'ai plantée 2 ans et demi plus tard. C'était une belle aventure entrepreneuriale et derrière, je suis parti pas mal en voyage, en sac à dos d'ailleurs, pendant 2 mois en Amérique du Sud pour faire mon introspection, un peu bilan et je suis revenu sur Paris et petit à petit, j'ai commencé à me tourner vers mon nouveau projet qui est aujourd'hui de relever 100 challenges à travers le monde avec un objectif qui est de montrer que tout peut s'apprendre. Voilà, donc j'ai une petite chaîne YouTube et une newsletter dans laquelle je rentre en détail sur tous Sympa. mes apprentissages et tout ça. Tu veux bien nous raconter un petit peu plus du coup les challenges, nous en expliquer un peu plus? La thèse, c'est de montrer que tout peut s'apprendre et de dire qu'en fait, la plupart du temps, on apprend un peu n'importe comment et on a beaucoup de barrières mentales. Et moi, je vais essayer de toutes les faire sauter, ces barrières qui nous empêchent de nous lancer, d'avancer, de progresser. Et donc, par exemple, le premier challenge, ça a été d'apprendre 1000 décimales de pi. Je pensais que ça allait me prendre 2 semaines, 1 mois, et finalement, ça m'a pris 3 jours. Et c'est pas parce que j'apprends particulièrement vite, c'est parce que je me suis posé et je dis: «OK, comment est-ce qu'on résout ce problème-là?» d'apprendre une grosse quantité, de manière, logique et en fait, avec les bons outils, les bonnes méthodes, on va vite et donc j'en ai plein comme ça. Ça peut être, j'ai lu 100 livres de développement personnel, j'ai composé une musique, dessiné un visage, j'ai appris le handstand, j'ai appris, à jongler à 5 balles, j'ai appris à tenir 3 minutes en apnée. Ce genre de choses et par exemple ça, typiquement, c'est quelque chose où on pense que c'est très difficile de tenir 3 minutes en apnée, alors qu'en fait, c'est juste de la connaissance. Ça m'a pris 1 heure pour tripler mon niveau. Tu vois, je faisais à peu près 1 minute et en fait, je faisais n'importe quoi, je savais pas respirer, j'avais pas compris comment il fallait réagir par rapport à mon corps et une fois que j'étais avec quelqu'un qui savait bien faire, qui m'a expliqué, dès le premier essai, j'ai été pas loin de 3 minutes et au deuxième, j'ai fait 3 minutes 18. Et en fait, j'ai essayé avec d'autres amis, on a refait des séances et tout ça accompagné et pareil, là, il y a pas longtemps, j'ai fait tester à un pote, qui pareil faisait 1 minute 30 et là, il a fait 4 minutes à son premier essai, donc c'est incroyable si tu veux et c'est pareil, c'est des barrières mentales qu'on fait sauter et c'est ça que aujourd'hui je vis de ça.
Voilà, me challenger tous les jours. C'est dans tes newsletters qu'après tu expliques comment tu as fait et que tu donnes des clés et des méthodes? Exactement. Si tu veux, chaque challenge, ça va être une discipline et d'ailleurs souvent j'essaie de la relier au pays dans lequel je suis, pour que ça ait un lien et ensuite, donc dans cette newsletter, elle est en 3 parties. La première, c'est une introduction avec la vidéo, tu sais, que je vais faire sur YouTube, que je mets aussi dans le mail. Ça, je l'envoie à tout le monde, donc même les abonnés gratuits et à ceux qui sont abonnés en payant à 5 € par mois, je leur partage, 2 parties supplémentaires. La première, c'est vraiment les key learnings, c'est comment faire pour répliquer ce que moi j'ai appris. Donc on va vraiment rentrer dans les méthodes, d'apprentissage et dans les comment faire. L'idée, c'est que tu puisses gagner du temps. Tu vois, tu veux te mettre au Rubik's Cube, par exemple, moi, j'ai fait un challenge, j'ai résolu un Rubik's Cube en moins d'une minute et ben, je te mets toute la méthode. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher comment il fallait faire. En lisant ça, tu gagnes du temps et tu peux t'y mettre à fond et tu plus qu'à exécuter si tu veux. Et la troisième partie, ça, c'est parce que j'aime bien, je suis un peu curieux et j'aime bien aller au fond des choses, c'est de rentrer, de plonger dans l'univers de la discipline. Par exemple, dans le Rubik's Cube, essayer de voir, OK, quels sont les records, qui sont les grands champions, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, est-ce qu'il y a des podcasts, des livres, des films qui sont à ce sujet? Et on rentre vraiment dans cet univers. Et comment est-ce que tu trouves les idées de défis? Tu te poses, et tu débriefes avec toi-même sur des trucs qui pourraient être sympas à faire ou comment Il y est-ce en que a tu il t'y y en a prends? plein. En fait, moi, j'ai une liste, longue comme le bras de challenges que j'ai envie de relever. Heu, Ça, j'avais réfléchi à ma to-do list, toutes les choses que j'ai envie de faire avant de mourir. Donc ça, j'ai une première liste qui vient de là et après, vu que je commence à avoir une petite audience et que les gens commencent à interagir beaucoup avec moi, ils me proposent, en fait, des choses. Donc soit on me propose des challenges, je me dis: «Waouh, trop bien cette idée!» Ah OK. Soit dans le lieu où je suis, on me propose des choses, des opportunités. Par exemple, il y a pas longtemps, j'étais à Rome et j'ai rencontré un chef romain et il m'a proposé d'apprendre à faire les pâtes à la main, donc tu vois, avec farine, œuf, huile d'olive, sur la Ah recette de ouais, sa super. grand-mère. Je lui ai dit: «Bah, allons-y quoi, c'est trop bien, hein». Allons-y quoi, bah ouais. Donc voilà, c'est par opportunité parfois, par envie souvent Aussi, et ouais, c'est chouette. par les gens que je rencontre et par les endroits où je suis aussi. Alors, j'aimerais bien savoir d'où te vient ta passion du voyage. Est-ce que c'est plutôt, en famille quand tu étais petit ou est-ce que c'est, plus grand quand tu as pu commencer à partir un peu seul? C'est une bonne question, peut-être de mon prénom, parce que Ulysse, c'est quand même un prénom de voyageur. Je sais pas, je C'est pense que, vrai. j'ai été élevé, au goût du voyage très jeune. J'ai mon père qui vivait sur un bateau quand je suis né et derrière, j'ai eu la chance d'explorer plusieurs pays. Chez ma sœur, elle a un père qui est malgache aussi, donc j'ai eu la chance de partir jeune, un mois à Madagascar et d'explorer pas mal de pays, avec mes parents et aujourd'hui, je pense que c'est plus lié à mes valeurs, tu vois? Moi, ma valeur fondamentale, c'est la liberté. Je sais que j'ai besoin d'être en mouvement pour avancer, que ce soit physiquement, mais même, tu vois, intellectuellement, dans mon travail, dans tout ce que je fais et j'ai besoin d'être en mouvement tout le temps et voyager, ça me permet d'explorer, de nouveaux lieux, mais aussi de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouvelles cultures et ça, j'adore ça, parce que j'adore apprendre. Qu'est-ce que tu as fait comme, 1er voyage, seul, par exemple? Le premier vrai voyage seul, c'est celui dont je te parlais dans l'intro. C'était les 2 mois en backpack, en Amérique du Sud où je suis allé, Ah oui, OK. Mmh. tu vois, j'avais planté ma boîte, j'avais besoin de réfléchir sur moi et je m'étais dit: «Bah, dans un collectivo au fin fond du Pérou avec, 7 heures de route, j'aurai le temps de réfléchir en allant au Machu Picchu» C'est vrai que dit comme ça, et c'est vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs et c'était assez marrant et donc je suis parti au Chili, en fait, à la base. J'avais rencontré une personne en soirée à Saint-Étienne, je crois et je me souvenais qu'elle habitait quelque part en Amérique du Sud. Je lui ai envoyé un message, elle m'a dit: «Bah, je suis au Chili, à Santiago». J'ai dit: «OK, j'arrive». Et après, on a fini par voyager ensemble au Brésil et au Pérou et c'était vraiment chouette pendant 2 mois. ah super! C'est très sympa le Pérou. On a déjà fait un entretien sur le Pérou avec, David qui avait fait le marathon des sables, au Pérou. Ah ouais, bah, ça, c'est next level, hein. Ouais, ouais, c'est un fou. On va parler du coup du Kirghizistan aujourd'hui, donc c'est pas vraiment l'Amérique Yes! du Sud. Alors, je veux bien que tu me dises, où est-ce que tu en es dans ta vie quand quand tu réfléchis à partir au Kirghizistan? En fait, c'était justement à mon retour d'Amérique du Sud. Hem, J'avais fait un peu toute cette introspection, d'abord de toutes les erreurs que j'avais pu faire dans ma première startup, pour plus les faire et ensuite j'avais aussi commencé à réfléchir à quels étaient les métiers que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller ensuite, comment est-ce que je voulais disposer de mon temps et j'ai commencé en rentrant par écrire un article sur,
toutes les conneries que j'avais fait dans ma première boîte et cet article a un peu pété et je me suis pris une vague de, tu vois, j'avais un agenda vide et je suis passé du jour au lendemain avec des centaines de personnes qui voulaient me parler et donc j'ai eu un gros rush comme ça pendant 2 mois où j'ai passé beaucoup de temps à parler avec beaucoup de gens et ensuite ça s'est un petit peu calmé et c'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai une amie qui m'a écrit et qui m'a dit, «OK, j'ai un rêve, c'est d'aller au Kirghizistan» et je lui ai dit: «Ben, écoute, allons-y». Tu vois, j'étais vraiment dans cette phase de recherche de ce que je voulais faire, j'avais besoin de nouvelles idées, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de faire, de nouvelles choses. Donc vous dites: «On va partir au Kirghizistan» et vous avez créé un peu une sorte de concept, de voyage, un peu défi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, le concept, quoi? En fait, ouais, quand elle m'a écrit et je lui ai dit: «Bah, allons-y, partons au Kirghizistan». Je t'avoue que je savais même pas placer le Kirghizistan sur une carte à ce moment-là et heu et on échangeait un petit peu et on s'est dit que ce serait chouette de monter une petite team ensemble pour y aller et on s'est proposé d'inviter chacun une personne que l'autre ne connaissait pas et donc elle a proposé à l'un de ses meilleurs amis qui s'appelle Pierre-Olivier, qui habite à Paris et moi j'ai proposé à Hamza, qui était une personne que j'ai rencontrée en école d'ingénieur avec qui j'avais voyagé à Palerme et qui est probablement le mec le plus sociable du monde. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un où tu le mets dans n'importe quel milieu, il devient ami avec tout le monde. Donc je me suis dit, je prends aucun risque en l'amenant avec moi. Et petit à petit, du coup, on a formé ce groupe-là. On avait une conversation, tu vois, sur Messenger. On échangeait un petit peu. Et on s'est dit, allez, on va peut-être quand même se rencontrer une fois avant de partir au Kirghizistan. Et donc, on les a motivés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'avais annoncé à Hamza sur Instagram, j'avais fait une story en mode, hé Hamza, tu pars au Kirghizistan avec moi, j'espère que t'es content. Et il m'a dit, Ah, ok. pas mal. Et il a dit: «C'est parti, on y va». Tu vois? Un mec vraiment super cool et donc on s'est organisé un petit week-end à Lyon. Ils sont descendus, enfin Andrea et Pierre-Olivier sont descendus chez Hamza. Moi, je suis monté à Lyon et on a passé un week-end génial. On a su tout de suite, enfin, à la première heure, on savait on s'entendrait super bien et qu'on allait faire un voyage de fou tous ensemble et donc on est parti vraiment l'esprit tranquille et donc notre petit concept, c'était ça et après on est vraiment parti sans trop d'idées sur ce qu'on allait faire. On a juste pris les billets. On savait qu'on allait arriver à Bichkek, la capitale, et on avait vu un trek un peu à l'est du Kirghizistan et on s'était dit: «OK, peut-être que 2-3 jours après, on irait». Mais tu vois, quand on est arrivé à Bichkek, il y avait rien qui était booké, juste une nuit, dans un hostel pour notre arrivée. Ouais, donc pas du tout de préparation et d'organisation, quoi, pour le voyage, quoi, à part acheter les billets. Ouais, c'est ça, juste, acheter les billets et puis, nous s'organiser entre nous, c'est-à-dire apprendre un petit peu à se connaître, mais c'est tout. Oui, voilà, mais vraiment le minimum, quoi. Ah ouais, grand, grand minimum. Le but, c'était d'avoir un peu la surprise, c'est ça? Quand vous arriviez? Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'Andrea avait fait quelques recherches parce que c'était quand même le pays de ses rêves, tu vois? Elle le connaissait un petit peu. Moi, je voulais Ah me oui. garder la surprise. Je m'étais dit, «Je vais arriver dans un endroit, qui a l'air fou. Je veux pas me spoiler, rien du tout. Je veux juste, arriver avec cette idée de: «OK, qu'est-ce qui va bien m'arriver? On verra bien et puis, ce sera l'aventure ou peut-être pas, je sais pas», mais voilà, je me suis gardé la surprise, quoi. Combien de temps vous, restez au Kirghizistan, du coup? On est resté à peu près une dizaine de jours. Je sais plus exactement, mais c'était une bonne dizaine de jours, ouais. Donc alors quand vous arrivez, au Kirghizistan, c'est quoi tes premières impressions? Bah, si tu veux, on arrive à Bichkek, qui est, la capitale et c'est une sorte de grande ville D'accord. où tu as encore vraiment les traces de l'Union soviétique, tu vois? Tu as des grands bâtiments immenses, Ah oui. et tu pas tout à fait enfin, tu pas perdu dans la nature. Tu sens que tu es un petit peu dans les montagnes, mais voilà, c'est juste une autre culture, des grandes places, donc tu as vraiment ce côté un peu soviétique et les gens parlent assez peu anglais. Moi, je me débrouillais un tout petit peu en russe, donc j'essayais de m'en sortir avec ça pour tout le groupe. Et donc voilà, un peu ce feeling de, on arrive dans un autre temps, et on sent que, tu vois, quand tu arrives dans le centre-ville, il y a de Tu plus en sens plus de ça? jeunes, tous sur leur smartphone et cetera, très Instagram et tout. Mais quand tu t'éloignes un petit peu, tu as l'impression de reculer un peu dans le temps. Mais c'est quand même assez développé, Bichkek. Mais on n'est pas resté longtemps, en fait. Très vite, on a pris la décision d'aller vers l'est et on a pris un bus pour aller à Karakol, il me semble. Et c'est un petit village qui est au pied d'une grande montagne et on s'était dit qu'on allait grimper cette montagne-là parce qu'en haut, il y a un lac magnifique et on s'était dit que c'était là une bonne première étape du voyage. Et donc là commence, le grand périple avec, toutes vos péripéties, c'est ça? Ouais, là, c'était le début des péripéties. Hem Raconte un peu.
En fait, comme je t'ai dit au début, on n'était pas du tout préparés, mais vraiment pas préparés. Et il se trouve que du coup, à Caracol, il y a un trek pour aller au lac qui s'appelle Alacoul. Et je trouve le nom du lac plutôt stylé. Et le lac, il doit être à peu près à 3500 mètres ou 3800 mètres d'altitude, je sais plus. Et donc, Ah ouais. c'est un trek de 3 jours, 4 jours. Et tu te prends 4 jours, plus 2000 mètres de dénivelé et moins 2000 mètres. Et nous, on n'était pas du tout préparés, en fait. On savait pas, on n'avait pas de tente, pas de matériel, rien du tout. Et on est arrivé à Caracol et on s'est dit, OK, il est 15 heures, ouais, ça doit être ça, 15-16 heures. Bon, il y a 4 heures de marche, on peut arriver avant la tombée de la nuit à un premier camp et on décide de partir direct. Donc on est arrivé, on est sorti du bus, on est parti en trek, quoi. Et on est arrivé, il faisait nuit, on avait des toutes petites lampes torches et il y avait effectivement un camp qui était là. Donc là, on a eu de la chance, c'est-à-dire qu'il y avait une yourte, on a eu à manger, on a eu à dormir. Et, euh, et par contre, quand on pose des questions sur mais il y a d'autres refuges sur le chemin, etc., les gens me disent ben non. Et nous, on leur dit, mais nous, à l'agence, enfin, on était allé dans un office du tourisme, une sorte d'agence de tourisme à Caracol. Ils nous avaient dit, oui, il y a de quoi faire sur la route et tout, mais pas du tout, en fait, pas du tout, du tout. Et on se retrouve déjà en plein milieu du trek à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on tente quand même de tout faire en une journée ou pas? Mais c'était complètement, enfin, c'était assez fou. Et là, on a de la chance. On rencontre une bande de 11 porteurs russes qui étaient en fait avec un groupe de touristes et qui leur portaient la nourriture et les tentes jusqu'au sommet. Et donc c'était des mecs solides, quoi. Et super cool. Ouais, Et on bah fait oui. un feu le soir, tu vois, le premier soir, là, quand on était dans ce premier camp. Et autour du feu, on commence à chanter, à rigoler, etc. Et ils apprennent notre petit problème, c'est-à-dire qu'on n'a aucun matériel, rien du tout. Et ils nous proposent de nous faire à manger quand on sera tout en haut et de nous monter une tente 2 personnes. Donc nous, on Sympa. se dit, OK, on a cette option, on y va, c'est pas grave, on est 4, on se serrera et puis au moins ça nous tiendra chaud. Et donc là, le lendemain, on se réveille et on se dit: «OK, on y va». Les porteurs russes, incroyables quand même. Nous, on essayait de les suivre, on les a vite perdus alors qu'ils portaient un matos fou de fou, Alors quoi. qu'ils Nous, on avait portaient juste notre tout, ouais. ouais, nous, on avait notre backpack, mais quand même, eux, c'était super lourd et ils enchaînaient à une vitesse incroyable. Et là, on s'est pris bien, je pense, 6 heures de rando avec un gros dénivelé. Et quand on est arrivé là-haut, et ben, c'était vraiment ça, quoi. Ils nous avaient installé une petite tente au bord du lac. C'est un lac qui est magnifique. Il commençait à faire un peu frais d'ailleurs. Pour l'anecdote, une semaine après, le lac était gelé et genre c'était plus trop possible de Ah passer ouais. le col. Donc, du coup, on a vraiment eu de la chance et on y allait sans, tu vois, sans même se renseigner, quoi. Et là, c'était un petit moment magique puisque donc nous, on se retrouve là, au bord du lac, tous ensemble. Après, tu vois, quand même pas mal d'efforts. On décide de prendre une petite douche, qui était donc tu te mets un peu d'eau du lac sur toi qui est vraiment froide. Tu te mets un peu de savon et Ouais. tu plonges dans le lac pour te laver parce que sinon tu iras jamais, quoi. Et très vite, tu ressors. Et là, il y a le soleil qui se couche, c'est magnifique. Et heu et 2 heures plus tard, tu as les porteurs russes qui viennent nous voir, qui avaient fait à manger déjà au groupe de touristes et qui nous proposent de les rejoindre dans leur tente. Et là, c'est un moment magique parce qu'ils parlent pas notre langue, on mange avec eux, on est, tu vois, une quinzaine dans une grande tente avec une sorte de petite lampe frontale en guise de lampadaire, quoi. Et on mange avec eux et on les entend rigoler, raconter des histoires, nous poser des questions. Nous, enfin, moi, je suis nul en russe, tu vois, donc j'essaye de parler un peu, mais c'est ultra galère. Mais on rigole tous ensemble et enfin, expérience incroyable, quoi. Enfin, le lieu était fou, les gens étaient tellement gentils et nous, on se sentait tout petit, tu vois, au milieu de cette tente, tu vois? On se serrait Ouais. les coudes en mode, ils nous ont recueillis, tu vois? Ils nous ont sauvés. Parce que c'est vrai, comment ça se serait passé si vous les aviez pas rencontrés, quoi? Je sais pas, je Ça aurait pense été que peut-être qu'on aurait tenté et là, ça aurait été très dangereux. Je sais pas, on était quand même dans un mood, ouais, c'est ça. assez aventurier. Oui, c'était un peu risqué, quoi. Ou alors on serait peut-être redescendu, mais ça aurait été tellement dommage, parce qu'on serait passé à côté de ce paysage magnifique. Et voilà. Et après le lendemain, c'était réveil et il fallait tout redescendre dans l'autre sens. Donc là, pareil, tu un grand trek et à la fin, tu arrives dans une ville, enfin dans un petit village où il y a des remontées géothermiques et donc tu as des sortes de petites piscines toutes chauffées. Et quand tu t'es fait 3 Ah jours de ouais. trek, c'est incroyable. Et je me souviens quand on était dans cette piscine, on se regardait tous en mode: «Ces 3 derniers jours étaient fous». Et heu et là, on profitait enfin d'un jacuzzi, quoi, tu vois? Au Kirghizistan, dans la montagne. Ouais, d'un moment calme. Ouais, c'est clair. Ouais, Surtout que c'est clair. quand tu marches, tu croises des chevaux, tu croises des yourtes, avec des gens qui t'offrent un thé et cetera.
C'est vraiment déconnecté, quoi, du monde. Donc ouais, c'est des gens qui vont vers les autres un peu. Ouais, carrément, ils sont tellement serviables, ça c'est quelque chose, c'est l'un des gros points du peuple kirghize, c'est un peuple de nomades qui est, bah, tu vois, c'est quand tu croises leur chemin, ils ont une hospitalité qui est incroyable. Je crois que j'ai jamais bu autant de thé de toute ma vie, j'ai battu tous mes records. J'aimais pas le thé en partant, je suis revenu, j'étais fan de ça. Le petit reporter, Olivia, est partie au Kirghizistan. Bah, j'ai fait une interview. En fait, elle partait avec un instagrammeur, il me semble, sans lui Ouais. dire où est-ce qu'il partait et en fait, pendant tout le long de l'épisode, puisqu'elle filmait tout le long, c'est un film, de presque 1 heure, c'est un reportage, humanité. Mmh. Et en fait, voilà, les donc surprise quand ils arrivaient et le but, c'était, de ne pas utiliser les téléphones, ni de GPS, aucun moyen Ah électronique pour génial. se rendre chez des nomades. Alors je sais plus exactement, qui c'était, mais voilà, c'était à peu près ça l'épisode et du coup, j'en avais discuté avec Olivia dans un épisode du podcast et c'était passionnant. Ah, c'est trop bien. C'est marrant parce que c'est une de mes idées là, de tenter un voyage, sans téléphone, sans rien et de me démerder. Ah oui et bah, tu peux Sachant peut-être qu'aujourd'hui, regarder, cet épisode alors, ça pourrait être pas mal. ouais, carrément, bah, j'irai l'écouter. Surtout qu'on s'en sert pour tout, quoi. Le GPS, la traduction, Ah la bah, oui, lampe c'est pour torche, ça. tout, 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 quoi. Et ouais, ouais, ouais et là, c'était le retour un peu à l'essentiel, quoi et puis, avec les nomades. Exactement. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme, moment, fort, durant ce voyage un peu défi? Et bah, après du coup, on a fait des rencontres assez incroyables. Si tu veux, quand on est arrivé de ce premier trek, à la cool, on est arrivé dans une petite auberge de jeunesse à Caracol et là, on voit qu'on n'est pas seul. Il y avait d'autres francophones, 4, donc Pierre et Aude qui voyageaient ensemble, qui étaient des amis, les meilleurs amis, ils voyageaient tout le temps ensemble. Il y avait Aya, qui voyageait toute seule et il y avait Ignace, également une autre personne qui voyageait seule et on a passé une soirée ensemble et on s'est super bien entendus. C'était vraiment une soirée trop cool, tu vois, au pied de la montagne et le lendemain, quand on s'est réveillés, on a décidé de partir ensemble, faire un trek à cheval, à travers le Kirghizistan. Donc notre petit groupe de 8 nouvellement formé. C'est ça, ouais, une bande de 8 et tu avais déjà fait du cheval avant? J'en avais fait 6 mois quand j'avais 5 ans, je crois. Je crois que Ah oui, c'était ma d'accord, seule donc expérience de cheval. c'était comme une première, quoi. Ah oui, c'est clair. J'avais rage quit en plus, j'étais tombé, j'avais arrêté tout de suite, enfin voilà. Donc c'était vraiment une première. Mais avant le cheval, il fallait rejoindre l'endroit où on pouvait partir à cheval. Et ça, je crois que c'était à Koshkor et du coup, on a dû partir de Karakol jusqu'à Koshkor et là, on s'est amusé, on a fait une petite course, on s'est séparés en 2 groupes et on a pris d'abord un petit bus qui nous a posé un peu au milieu de nulle part et ensuite on a fait du stop, à travers le Kirghizistan. Donc nous, on a d'abord été recueillis, enfin moi j'étais avec Andrea et Ignace. Donc Andrea, c'était mon ami qui rêvait d'aller au Kirghizistan et Ignace, c'était une des personnes qu'on avait rencontrées du coup, à cette auberge et les autres étaient ensemble et on a d'abord été, récupérés par un groupe de 2 Kirghizes, en voiture, 2 jeunes qui rigolaient mais ils parlaient pas du tout un mot et donc c'était un peu difficile de communiquer avec eux. Ils avaient de la musique, ils s'amusaient entre eux et ensuite ils ont droppé dans un endroit et là, on a trouvé une autre voiture, c'était un 4x4 où il y avait, je sais pas moi, 5 ou 6 Kirghizes à l'intérieur. Ils nous ont pris en plus, donc on était tous serrés dans un énorme 4x4 et là, on a conduit jusqu'à Koshkor et c'était trop drôle. On parlait par, Google Traduction interposée et Ah beh, oui. Mmh. ils nous vannaient, c'était drôle. Ils nous ils nous montraient sur YouTube tous les trucs qu'ils connaissaient en français et cetera et donc super gentil. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est rentré dans cette, tu vois, tu as un 4x4 qui s'arrête avec 6 jeunes, avec la musique à fond et tout. Tu dis: «OK, on va vraiment monter là-dedans». Ouais, on y va et c'était trop bien et on est arrivé avant eux. Et derrière, on s'est tous rejoints du coup dans ce petit c'est un petit village qui est un peu perdu au milieu du Kirghizistan et là, il y avait, on a trouvé un guide sur place. Alors en fait, le guide qu'on a trouvé, on l'avait rencontré heu, dans le trek d'Alakoul. Vraiment, quand on était sur le lac tout en haut, j'ai rencontré Ah un ouais! gars et ce mec-là a dit: «Bah, moi, je suis guide au Kirghizistan, là, on fait ce trek-là, mais si vous voulez monter à cheval, je peux venir avec vous et tout» et donc il nous avait accompagnés et on l'a retrouvé là-bas et il avait demandé à un ami de venir avec nous qui avait cet ami-là, c'était quelqu'un qui possédait des chevaux et donc on s'est retrouvé avec 2 guides donc Danil qui était la personne qu'on avait rencontrée dans le trek et Kakou qui était un Kirghize d'un tout petit village, qui s'appelle Kizart et qui était venu avec ses 10 chevaux
Et là, c'est pas comme, en France, tu signes une décharge, tu as une bombe, tu as les règles de sécurité et tout. Là, c'est: «OK, monte, allez, on va en haut de la montagne, là». Là, il y a pas de casque, rien du tout et tu fonces, quoi. Donc ouais, si tu sais pas monter à cheval, tu dois te débrouiller, c'est rendez-vous en haut sur la montagne là-bas et c'est Ah parti, ouais. quoi. Donc on essaye tous plus ou moins d'apprendre, tu vois, à monter, sur les premiers kilomètres et en fait, très vite, on s'y habitue. Et en fait, tu te retrouves, tout de suite à devoir escalader une grande montagne avec les chevaux et c'est assez dangereux d'ailleurs, quand j'y repense, mais c'était génial, quoi. Et après, quand tu te balades au fur et à mesure des montagnes, tu retrouves les plaines et après là, c'est génial et il t'emmène, il te fait aller au galop et tout et c'était trop, trop bien. Et en fait, à chaque fois, donc c'était, 3-4 jours, qu'on a passé, à cheval et à chaque fois, on s'arrêtait dans des yourtes des amis, enfin, c'était des amis de Kakou, notre guide. D'accord, ouais, donc vous avez pu rencontrer plein de locaux, quoi. Ouais, c'est ça. On vivait chez eux. Ils avaient toujours une petite yourte ou 2. On dormait par terre et c'était enfin, tu vois, tu arrives après 6 heures de cheval, tu te poses, les gens te préparent un repas incroyable, ils partagent avec toi du thé et cetera et ça te permet vraiment de revenir à l'essentiel. Et puis nous, on avait notre petite bande, donc on a aussi appris à se connaître et tu vois, c'était des moments forts qu'on vivait alors qu'on se connaissait à peine. Et voilà, et sur le dernier jour, le dernier stop, c'est là où j'ai vécu on va dire la journée la plus intense de toute ma vie. Ce que j'entends par intense, c'est qu'on a eu des moments qui étaient très, très hauts. Enfin, en tout cas, ce que j'entends par intense, c'est qu'on a eu des moments qui étaient très, très hauts. Puis on a eu des moments qui étaient enfin, en tout cas, moi, j'ai eu des moments qui étaient très, très bas. Je vais te raconter un peu cette journée parce qu'elle était, enfin, c'est une Ouais, journée que ouais, ouais, bien je sûr. l'oublierai jamais, quoi. Donc en fait, faut se remettre un peu dans l'ambiance. Donc tu t'imagines, tu es au milieu du Kirghizistan et tu te réveilles comme ça dans une yourte, chez une famille, avec ta nouvelle bande de potes que tu viens de rencontrer. Là, tu as un petit déj magnifique qui t'attend et ensuite il y a Kaku qui te met tous les chevaux en selle et c'est parti. Donc moi, mon cheval s'appelait Toro. Je sais plus ce que ça veut dire, mais il était trop cool. C'était le cheval le plus chill. Voilà, il fallait pas trop lui en demander, il était tranquille, voilà. Pépouze. Et pépouze, ouais. Et là, tu fais, 2-3 heures de cheval. Puis pareil, tu vois une autre yourte qui est un autre ami de Kaku. On s'arrête là, on mange, repas de roi encore une fois, au bord d'un lac. C'était le lac Son Cool. Donc voilà, si vous tapez Son, S-O-N, Cool, K-U-L sur Google Maps, vous verrez que c'est un peu perdu au milieu de nulle part. Et donc là, tu manges au bord du lac, puis tu repars au grand galop dans les plaines kirghizes. Et donc pareil, 3-4 heures, tu vois. Et là, en fait, on est arrivé dans une famille. C'était une grande famille. Il y avait plusieurs yourtes, presque un tout petit village. Donc on arrive, on descend des chevaux. Là, ils nous attendent évidemment avec du thé. Et cette fois, ils nous avaient sorti aussi une bouteille de vodka. Et donc on commence à enchaîner les shots de vodka avec les locaux. Ah oui, carrément. Donc ouais, ouais, avec le chef de famille, les enfants, etc. On était tous là, tu vois, les ados plutôt. Et donc on commence à échanger 1, 2, 3, 4, 6 shots de vodka avec eux. Donc ça commence à faire, donc on commence à être un peu pompette aussi. Moi, je m'amuse. À un moment, je sors et je prends mon drone pour faire des images de cet endroit parce que c'est magnifique. Tu vois, tu as le lac au fond, tu es au milieu d'une plaine, Ouais. entouré par les montagnes, tu as des yourtes, des gens qui vivent là, tu vois, tout simplement. Je sors mon Mmh. drone, là, je me retrouve entouré par toutes les femmes de la famille qui étaient fascinées par le drone, tu vois, elles regardent Par le toutes drone, ouais. par-dessus mon épaule, sur mon Qu'est-ce téléphone, que parce que c'est ça que ces filme. trucs? Ils voient pour la première fois, tu vois, leur maison, mais d'en haut, etc. Donc ils sont tous fascinés. D'ailleurs, j'ai une photo qui est incroyable, je te l'enverrai, de ce Ouais. moment-là. Et ensuite, on commence à faire des activités. La famille était, je sais pas, ils étaient partants, ils voulaient jouer et tout. Donc ils ont commencé à sortir une corde et c'est parti pour faire du tir à la corde contre la famille. Donc là, c'était les filles contre les filles, puis les garçons contre les garçons. Alors, les Kirghizes ont quasiment toujours gagné. Ils étaient clairement plus forts que nous. Mais c'était trop bien. Après, on a commencé à faire des jeux aussi. Il y avait une balançoire, on a joué au foot avec les enfants, on a fait de la luge avec les enfants. Alors ça c'est le, Ah le ouais, truc des extra. gosses. C'est t'accroches un C'est bout de trop bien. tôle ou n'importe quoi à une ficelle que tu relis à un cheval et tu fais aller le cheval au galop. Ça te fait une luge. Voilà, tout simplement. Hein, hein. Voilà, donc nous on se faisait tirer pareil. Voilà, il y avait Hamza qui était en train de faire du cheval, n'importe quoi, avec aussi d'autres enfants. Et les enfants à 6 ans, ils sont sur les chevaux, quoi. Et c'est pas des poneys. Ils sont vraiment, c'est des fous furieux. Ah là Ils là, naissent là-dessus. c'est dingue. Et il y a eu après un moment assez incroyable, c'est le chef de famille qui arrive et qui dit est-ce que quelqu'un veut faire un combat de freestyle wrestling? En gros, c'est de la lutte. C'est un sport qui est assez développé là-bas, au Kirghizistan.
Et moi, j'ai fait 6 ans de judo quand j'étais plus jeune et j'avais déjà 6 shots de vodka dans le nez et je me dis: «Bah ouais, grave, moi je veux faire». Mmh. Et on se retrouve, tu vois, dans un sorte de ring organisé où tu as tous les Kirghizes qui sont là autour à nous encourager et cetera et moi je me fais une bagarre contre ce mec-là et c'était vachement cool. Je me suis plutôt bien défendu quand même, je suis assez fier de moi. Mais finalement, j'ai fini par lui mettre un coup de genou sans faire exprès, ça saignait un peu et du coup, on a déclaré un match nul et on a arrêté le combat, mais on s'est fait un grand câlin et c'était vraiment bien, mais il m'a quand même bien dominé, hein. Pour, et donc là, voilà, on s'est retrouvés quand même à faire tu vois, des matchs de lutte au milieu de nulle part, contre des gens, enfin, c'était fou. Ouais, c'est fou. Mmh. Et donc voilà, donc tu vois, là, je commence à monter en intensité dans les très, très hauts moments de ma vie, tu vois? Parce que c'est rare de vivre des moments pareils. Et je me souviens me balader, tu vois, entre les yourtes avec un sourire incroyable et me dire: «Mais cette journée est folle, quoi, ça finira jamais et toujours plus de surprises». Et là, à ce moment-là, tu as le coucher de soleil sur le lac. Derrière, on fait un repas convivial avec tout le monde, toute la famille. Moi, je me retrouve à côté de l'ado qui s'appelait Talent. C'est incroyable, il s'appelait Talent quand même. Genre, le mec a du talent. Voilà, c'est son prénom. Ouais, c'est ça. Il est le talent. Ouais, Mmh. c'est ça, il est le talent. Et c'est trop marrant parce que j'essaie de baragouiner en russe une conversation avec lui. On commence à parler des filles, tu vois? «Est-ce que tu as une copine?» et tout, et c'était trop bien. Et petit à petit, il commence à me dire que ouais, lui, c'est un homme fort, il fait du kukbuluk, non, du kukburu, c'est ça, ouais, du kukburu. C'est le sport traditionnel, kirghize. D'accord et ça consiste en quoi? Tu imagines, c'est comme une partie de foot, sauf que les cages, c'est 2 immenses puits. Les joueurs, ils sont à cheval et la balle, c'est une carcasse de chèvre, sans la tête. Et le but, c'est d'aller ramasser, cette chèvre et de la mettre dans le puits C'est adverse. appétissant. Et tout le monde, se rentre dedans. C'est un sport ultra violent. Ils sont au triple galop. C'est un peu Enfin, comme, un mélange de foot et de rugby alors? ouais, c'est un mélange de polo, de rugby, il y a pas de règles. C'est juste, c'est du grand n'importe quoi ce sport, mais c'est génial. Et lui, c'était son sport, quoi. Il faisait ça, il faisait du kukbaloo. Et donc il commence à me raconter et tout. Il me dit qu'il a un nom, c'est Take, son nom de scène. Donc il me raconte ça, quoi, tu vois, en russe. Moi, j'essaie de comprendre un petit peu. Parce que du coup là, c'était un jeune, il avait quel âge? Il avait 19 ans. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe pour eux, bah, l'enfance, l'éducation, la condition de l'enfant? Comment est-ce qu'on voit l'enfant, au Je sais pas Kirghizistan? du tout. Je sais pas du tout. Je sais que les enfants dès 6 ans, ils sont sur les chevaux, en tout cas, quand ils viennent d'une famille de nomades. Ouais, c'est fou ça. Après, Mmh. j'imagine qu'ils doivent aller à l'école, pendant l'année et là, c'était l'été, donc peut-être qu'ils ont repris un lifestyle plus nomade pendant l'été, je sais pas. Mais lui, il avait l'air d'être, éduqué, il m'a donné son Instagram et tout, tu vois? Ah Donc oui, c'était, voilà, donc il y a aussi, ouais, ils ont les réseaux sociaux, enfin ils ont ouais, oui, mais voilà. ils s'en servent et cetera quoi, ils Ils sont sont au dessus. milieu de nulle part, mais ils ont quand même un Insta, de temps en temps, ils vont à la ville et enfin. Ah ouais. Et voilà. Mmh. Après, on n'a pas trop pu communiquer parce que, comme je te disais, moi, enfin, il parlait russe, Bah quoi. oui. Enfin, il parlait kirghize, mais vu que moi, je parlais que un petit peu de russe, il savait un petit peu aussi. Et du coup, on essayait de communiquer comme ça, mais c'était pas évident. Donc, non, j'en Mmh. sais pas plus là-dessus, quoi. Et ni sur, leurs conditions de vie aux nomades, en général? Non, De pas ce que tu as trop. pu voir, Ils ont tout ce qu'il faut. Enfin, tu vois, c'est un peu un lifestyle minimaliste, quoi. Ils ont pas grand-chose. Ils se font à manger, ils élèvent leurs chevaux, ils élèvent. Après, nous, on les a pas vus bouger, si tu veux. Je pense qu'ils s'installent pendant une bonne période quand même à chaque fois. Et non, on n'a pas trop pu échanger. Kakou, notre guide, lui, il était pas nomade, il habitait dans un petit village, mais il se baladait à cheval un peu partout dans le Kirghizistan. Et d'ailleurs, après, on a été dans sa maison, mais ça, je te le raconterai après. Heu, mmh. mais voilà, j'en sais pas plus sur le lifestyle des nomades, non. Donc là, on est toujours dans des moments très hauts, Ouais. tu vois, en termes de sentiments, d'émotions. Et ça continue et on reboit du thé, puis là, ils ressortent une deuxième bouteille de vodka. Alors, ça Eh commence à ben, faire beaucoup. Et derrière, ils nous sortent du kumis. Le kumis, c'est du lait de jument fermenté et d'accord. c'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais. C'est vraiment pas bon. Quand ils l'ont sorti, c'était un sorte de seau, un seau vert, je me souviens, où tu as l'impression d'avoir du lait et puis il y avait des sortes de petits morceaux de noir qui remontaient dessus. On aurait dit des trucs un peu Oh! pourris et tout et ils nous ont servi de ça, donc tu été obligé de dire oui. Et moi, j'en ai bu quelques gorgées, je sais que Pierre, lui, il en a bu deux trois verres, c'est un vrai fou furieux, lui. Donc voilà, donc là, on prend le kumis et cetera, Le et puis Coumis, après d'accord. le kumis, ouais.
Et ensuite, ben, c'est l'heure de aller se coucher. Donc là, on est tous un peu pompettes, et cetera. On va dans la yourte, on s'installe, on dort toujours pareil, au sol, mais dans une bonne petite couverture. Et c'est là que les soucis ont commencé. Ah Moi, mince. j'ai commencé à devenir très malade. Je pense que j'ai fait un excès de nourriture, un excès de vodka, un excès de kumis, un excès de... Là, mon corps, il a dit, ça suffit, quoi. C'est le quiz qui est Ça pas passé. suffit. Hein, hein. Ouais, c'est le kumis qui est pas passé. Ça fait 3 jours, on s'était pas lavé, on sentait le cheval. Enfin, tu vois, là, il y avait, je crois, il y avait un mix cocktail Molotov et j'ai commencé à me prendre. Ouais. Enfin, genre, j'ai pas fait beaucoup de touristas dans ma vie, mais alors là, c'était vraiment vénère. Et à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir des cordes. Et moi, je suis dans cette yourte, je vois les autres qui dorment. J'ai super mal au ventre, je me sens vraiment pas bien. Le village le plus proche, je parle pas de l'hôpital le plus proche, mais le village le plus proche, il est à 6 heures de cheval. Et en gros, je commence à avoir envie de vomir, et cetera. Et donc, je sors de la yourte, je suis trempé. Les toilettes les plus proches, c'est juste un trou qui a été creusé dans le sol. C'est vraiment un truc à la Ouais. turque. Et il faut marcher peut-être 20, 30, 40 mètres, je sais plus trop, pour arriver à ces 3 bouts de tôle sous la pluie. Quand tu marches, tu as tous les yeux des chevaux dans la nuit qui te regardent, tu vois. Et là, tu te sens seul. Là, tu te sens très, très seul. Tu qu'une Tu envie, c'est d'être m'étonnes. dans ton lit, devant Netflix, chez toi, avec une Ouais, bouillotte, et un petit peu cetera. plus de Et là, j'étais confort. Ouais. ah ouais. Et là, non, tu dors par terre et j'ai fait, je crois, 5 ou 6 allers-retours, dans ces toilettes. J'ai pas Ah oui, dormi quand de la même. nuit, et cetera. Et pareil, sous la pluie, à chaque fois, je me suis vraiment senti seul, tu vois? Heu Mmh. et là, tu ouais, vraiment, voilà, la seule envie, c'était d'être dans un lit, quoi. Dans un lit chez moi. Et et c'était assez éprouvant et le lendemain, on se réveille et il fallait y aller, quoi. Enfin, j'allais pas rester là, donc pareil, on se remet en selle et heu et 6 heures de Et toi, cheval ça pour allait un arriver peu au mieux quand même ou ça allait pas des masses, ça allait Ouais, pas des masses. c'était pas au Tu top. Ouais. Ouais, je sais pas si tu as vu The Revenant, mais c'était un peu ça. J'étais sur le cheval en mode, c'était le cheval qui me portait jusqu'au village, ah ouais, je ressemblais plus à rien, quoi. C'était vraiment hardcore. Mais bon, on s'en est sortis, on arrive à Kizart, il me semble, si je dis pas de bêtises et on arrive dans la maison de Kakou qui est notre guide, et il se trouve que c'était l'anniversaire de son fils, Ilias, qui avait 7 ans. Ah Et génial. donc tu vois, moi, tous on va dire, mes pensées négatives, elles s'évaporent assez vite parce qu'on se retrouve à fêter l'anniversaire chez quelqu'un, de son enfant. Du coup, moi, en cadeau d'anniversaire, j'ai sorti mon drone et je leur ai filmé leur maison. Ils m'avaient demandé si je pouvais Ah! faire des photos de leur maison d'en haut, et cetera, et leur envoyer. Et C'est rigolo quand et même. et voilà, et on se retrouve avec eux, ils partagent, avec nous un repas et petit à petit, on prend un bus et on finit par rentrer à Bichkek. Heu, voilà, donc là, c'était dur. Là, je suis allé chercher 2-3 médocs parce que j'en pouvais plus. En plus, je prends quasiment jamais des médicaments, mais là, c'était qu'est-ce Là, que c'était c'était dur, trop. à Ouais. vivre. Ouais, c'était trop. Mais tu vois, ça reste un super souvenir et c'est pour ça que j'appelle ça pas la plus belle journée de ma vie, mais la journée la plus intense, quoi. Parce que vraiment la montagne russe, elle était violente, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est clair. Et voilà, et on arrive à Bichkek. Là, c'est marrant parce qu'on arrive dans un hostel, tu vois, une auberge de jeunesse et on retrouve un guide qu'on avait croisé dans le trek d'Alakoul, quelqu'un qui se Ah! baladait et ce mec-là, on l'a croisé 3 ou 4 fois par hasard au Kirghizistan. C'était, bon, plusieurs fois dans le trek, puis après à nouveau en dessous dans le petit village, puis à nouveau dans la capitale, une semaine après, quoi. C'était, vraiment le hasard qui faisait ça. Et ce Ouais, mec-là c'est était clair, c'est super gentil. Et là, on se retrouve là et on fait un peu le bilan de ce qui venait de nous arriver. Et petit à petit, après, on finit par se séparer. Chacun repart de son côté. Donc, nous, tous les quatre, on rentre en France. Et puis, Pierre et Aude rentrent de leur côté. Et pareil, Aya et Ignace. Et on se reverra plus tard à Paris pour manger une raclette et se raconter toutes ces bonnes vieilles histoires. ouais, c'est chouette, vous avez gardé le contact, après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand on s'est revus, c'était marrant parce qu'on s'est revus bien habillés, propres, les cheveux coupés, la barbe taillée. Presque On s méconnaissable. Ah ouais, on s'est pas reconnus, quoi. Alors que nous, on avait fait 4 jours de cheval sans se doucher, tu vois? C'était, toujours dans les mêmes fringues. Autre petit fun fact, c'est que Daniel, qui était l'autre guide qui nous avait présenté Kakou justement, lui, on lui demandait: «Alors, est-ce que t'as une copine et cetera? Ça donne quoi?» Il lui dit: «Non, mais là, mes parents me mettent la pression, faut que je me marie l'année prochaine et cetera». Et du coup, il nous a invités à son mariage et là, j'ai reçu il y a pas longtemps un message de lui qui disait: «Alors, vous allez venir à mon mariage?» et cetera.
Et le côté marrant, c'est que d'ailleurs, j'ai oublié mon duvet là-bas. Donc j'ai 2 bonnes raisons de retourner au Kirghizistan. Un, récupérer Ah mon ouais, duvet, c'est putain. Daniel qui l'a. Et 2, évidemment, c'est beaucoup plus important, mais aller assister à son mariage, À son parce que, mariage, donc c'est bon, il a trouvé quelqu'un. ah ouais, je crois qu'il a trouvé quelqu'un et de temps en temps, il nous appelle, il nous envoie des messages, «Salut Ulysse, comment ça va? Kak Dila?» Ah, Moi, c'est je lui dis: «Ça chouette. va et toi?» Et puis il dit: «Ouais, bien» et puis c'est tout. C'est vrai. Ouais, parce que vous pouvez pas vous dire autre chose. Ouais, c'est ça. Juste, il pense à nous, tu vois? Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, on avait pris des portraits et cetera de Kakou et tout. On leur avait demandé si on pouvait si moi enfin, moi, j'aurais demandé si je pouvais en faire un article et le diffuser sur internet et il m'avait dit oui. Donc j'ai des photos de Danil, de Kakou et cetera et quand je suis rentré, j'ai écrit un article qui s'appelait «Pourquoi je suis allé au Kirghizistan» et en gros, dans cet article, je raconte que, quand je suis parti, je savais pas pourquoi, je savais juste comment. C'est un peu l'histoire que je t'ai racontée au début et que c'est au fur et à mesure du temps où on a vraiment compris pourquoi est-ce qu'on y était allé, tu vois? Pour, ce côté un peu défi, pour les rencontres, pour les paysages et aussi surtout pour, se recentrer sur l'essentiel et hem et petit à donc moi j'ai écrit cet article-là avec des photos de Kakou et cetera et ça a été lu par un journaliste russe, Ah, c'est drôle. va savoir comment, qui était aussi francophone et qui m'a demandé s'il pouvait traduire l'article et me faire une petite interview et le publier dans Sputnik. Et si tu veux, Sputnik, c'est un média qui a été lancé par le gouvernement russe, je crois. Carrément. Et Tes moi je fichiers dis: en Russie. «OK, vas-y, allons-y, quoi». Donc là, ils font une traduction, ils m'envoient l'article. Moi, si tu veux, avec mon niveau russe pathétique, Bah oui, je c'est savais ça, pas le trop mec si qui c'était t'envoie la fidèle ou pas. traduction, mais bon. Ouais. Et du coup, je demande à une amie qui est russophone Ah, de quand même. de Ouais, voir si parce c'est qu'on assez sait jamais. fidèle à ce que moi j'avais écrit et elle me dit: «Ouais, ouais, c'est fidèle et tout, Par contre, ils ont changé le titre. C'est plus pourquoi je suis allé au Kirghizistan, mais c'est, je me rends compte que la vie est plus belle, au Kirghizistan qu'en France, quoi. Ah oui, carrément. Oh la Ce que vache. j'a ce que j'avais pas du tout dit, hein. J'avais juste dit que c'était Oui, bah oui, incroyable c'est et pour cetera, ça. mais et donc là, je leur écris, je dis: «Ouais, je suis pas très chaud, de garder ce titre-là, j'ai fait lire, l'article et cetera» et donc bon, après, ils l'ont modifié, et ils Bon, avaient ça intégré va. ma vidéo aussi. J'avais fait une vidéo drone, du coup, du Kirghizistan et voilà comment on s'est retrouvés publiés en Russie et du coup, Kakou, voilà, vraie célébrité parce qu'il y avait des photos de lui dans l'article Ah au bien. Kirghizistan, donc c'est assez Et drôle, quoi. il t'a interviewé aussi, Ouais, il m'avait posé quelques questions qu'ils ont rajoutées dans l'article, c'est ça, c'était par mail, il m'avait posé 2-3 questions, moi j'avais répondu et après ils avaient traduit et donc voilà, c'était assez marrant quand même, on s'est retrouvés Ouais, là-dedans, c'est fou, quoi. ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de partir comme ça dans un pays sans vraiment te renseigner avant? Pourquoi est-ce que tu aimes, enfin, selon toi, pourquoi est-ce que tu aimes autant bah, les petits défis comme ça, que tu te lances finalement quand tu pars quelque part? Je sais pas, moi tu sais, je suis très orienté challenge, hein. C'est ce que je fais aujourd'hui là, je suis en train de relever, comme je te disais en intro, 100 challenges à travers le monde et heu et c'est parce que j'ai une grande soif d'apprendre, de découverte et d'explorer surtout, tu vois? Explorer de nouvelles idées, explorer de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et le fait de partir comme ça de manière un peu improvisée, tu vois? Il y a 2 jours avant, tu savais pas que tu allais y aller et puis tu te réveilles et le soir tu te couches, tu dis: «Waouh, je viens de prendre un billet pour le Kirghizistan». C'est fou, tu vois? Ça t'ouvre plein de perspectives et d'aventures et de rencontres, tu vois? C'est exactement ce qui nous est arrivé et là, je l'ai vécu hier, tu vois? Hier, j'ai pris un billet pour la Tanzanie. Là, je suis à Dubaï actuellement Ah ouais, et heu et donc on va en Tanzanie. Je sais pas ce qu'on va y trouver, mais il se trouve que c'était l'un des rares pays ouverts depuis, les Émirats et d'accord. donc moi, j'ai un lifestyle un peu digital nomade et donc ce qui est marrant d'ailleurs parce que je pense que j'ai peut-être tiré ça des Kirghizes si tu veux. Eux, ils vivaient, ce sont des nomades et des minimalistes et moi, je suis devenu là, dans l'année qui a suivi, ce voyage, digital nomade et minimaliste, au sens où je possède, que 75 objets, j'ai tout dans mon sac et je voyage partout comme ça et voilà et tu vois, c'est un peu cette idée d'aventure, de découverte, de qu'est-ce qu'on va y trouver? On sait pas, mais on y va et de toute façon, ce sera que des bonnes surprises, c'est à peu près sûr. Parce que c'est nouveau, parce que c'est différent, parce que voilà. Comment est-ce que tu t'es dit que tu allais devenir, digital nomade, en fait? Bah, c'était le lifestyle que je voulais. J'ai d'abord réfléchi au lifestyle que je désirais. Avant le Kirghizistan, tu y pensais déjà un petit peu, ça te travaillait? Ça me travaillait depuis très longtemps. En fait, quand j'ai eu 19 ans, je crois, j'ai voulu abandonner la prépa et partir faire le tour du monde et ma mère m'a dit: «Ça va pas, non, réfléchis 2 secondes. On passe un deal, tu fais, des études
Donc tu peux ingénieur si tu veux, ce que tu veux et quand tu as terminé, OK, tu peux faire ce que tu veux, tu peux partir à travers le monde, fonce, quoi et j'ai dit: «OK, passons ce deal-là» et quand j'ai été, diplômé ingénieur, j'avais toujours cette idée de partir voyager mais tu vois, j'avais participé à des concours de start-up et cetera. J'ai été attrapé dans une aventure entrepreneuriale et ça m'a fait retarder un petit peu cette échéance et là, quand j'ai eu l'occasion de me dire: «OK, maintenant je peux recréer un truc de zéro», j'ai vraiment réfléchi d'abord au lifestyle que je voulais et je voulais être, voyager et travailler depuis mon ordi et ensuite je me suis dit: «OK, maintenant comment est-ce que j'imagine un business qui s'adapte à ce lifestyle-là?» et c'est comme ça que j'en suis venu à créer ma chaîne YouTube sur les challenges que je relève, les choses que j'apprends et ensuite de faire une newsletter payante, où je rentre vraiment dans le détail des apprentissages et cetera et aujourd'hui j'en vis, tu vois? Et Ah, mais c'est ça a été vachement bien. construit de manière assez logique, si tu veux. Et donc du coup, pour le Kirghizistan, tu avais, des défis, enfin des choses comme ça ou pas que tu as pu mettre après en newsletter? Non, parce que c'était pas encore, j'avais pas encore, monté ce projet. J'étais, vraiment dans ma phase de transition et voilà, j'avais juste écrit un article et fait une petite vidéo, donc si vous voulez la retrouver sur YouTube, il y a une petite vidéo drone, du Kirghizistan avec quelques images qui durent pas très longtemps. Mais non, j'avais pas encore, cette idée-là, tu vois? Mais en soi, faire du cheval, sans avoir jamais fait de cheval, Oui, c'est et aller ça, au ouais. milieu des plaines C'est et des plutôt pas mal. montagnes, c'était pas mal. Le trek, c'était un bon challenge aussi et voilà, aussi traverser le Faire Kirghizistan un en stop, trek c'était un bon sans challenge. s'être préparé, quoi. Mmh mh. Ouais, moi ça, c'est peut-être pas à refaire par contre. C'est pas forcément Ouais, un c'est bon peut-être pas non exemple. plus un bon conseil. Ah ouais, non. Bah là, en Tanzanie, je vais m'attaquer au Kilimandjaro Ah et cette fois, super! je vais essayer d'apprendre de mes conneries, je vais essayer de plus faire ça. Même si ça donne lieu à des belles histoires, c'est quand même inconscient d'avoir fait ça. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup pour, le temps que tu m'as accordé et je vais te Bah, merci à proposer toi. de conclure, l'épisode, avec un petit conseil, voilà, un petit, leitmotiv pour, les personnes qui nous écoutent. Ah ah! Sur le voyage, il y a une phrase que j'aime beaucoup sur le voyage, qui vient de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. C'est un peu leur mantra et c'est: «N'ayez pas peur des autres». Voilà, je vais conclure sur cette phrase-là. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Bah, À merci à toi. bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.